Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 18e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi 19 novembre à Djerba, en Tunisie. Parmi les enjeux de cette rencontre, il y a notamment l'élection d'un nouveau secrétaire général de l'OIF. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, seule candidate en lice, brigue un second mandat. Clap de fin de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Malgré la prolongation d'une journée, la conférence mondiale sur le climat ne s'est pas conclue sur un accord, au risque d'accroître la fracture déjà existante entre les pays industrialisés et les pays vulnérables. Toutefois, 4 actions ont été retenues. Et le Mozambique est justement l'un des pays les plus affectés par le changement climatique. Depuis 20 ans, cet État d'Afrique australe est pris dans le tourbillon des catastrophes naturelles. Plus d'1 million de déplacés internes sont désormais comptés. Ces déplacements sont le résultat de l'urgence climatique et des conflits armés. Mais tout d'abord, le 18e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi 19 novembre à Djerba, en Tunisie. Après 2 reports consécutifs, c'est la première fois depuis 2018 que les 88 chefs d'État et de gouvernement, membres de l'OIF, se réunissent. Le but de ce rendez-vous, établir des stratégies pour le développement de la langue française, ainsi que le développement des États membres. L'élection du nouveau secrétaire général de l'OIF se fera également durant cette rencontre de 2 jours. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, seule candidate en lice, brigue un nouveau mandat de 4 ans. L'occasion pour elle de dresser le bilan de son premier mandat qui a débuté en 2019. Écoutons-la. Il faut dire que ces 4 dernières années, le climat a été peu favorable. Des tempêtes d'une violence exceptionnelle ont secoué le monde et l'espace francophone. Une pandémie d'une ampleur inédite, la récession économique qui s'en est suivie, la multiplication de crises et de conflits politiques, les effets de plus en plus catastrophiques et de plus en plus tangibles du réchauffement de la planète. Mais je suis heureuse de vous dire que ces circonstances adverses ne nous ont pas empêchés d'avoir des résultats probants et encourageants. Tout cela n'aurait pas été possible, mesdames et messieurs, sans votre soutien, et je vous remercie. Une organisation ne peut pas changer, ne peut pas se réformer sans l'accompagnement des États membres, vous, les actionnaires de la francophonie. L'OIF, grâce à une action plus resserrée autour de projets phares, centrée sur ce qu'il fait sa valeur ajoutée, est devenue plus pertinente. Elle est de plus en plus présente et solidaire sur le terrain, par des actions qui peuvent changer le quotidien de nos populations. En coordination avec ses partenaires, elle contribue aux enjeux globaux. Elle a aussi modernisé ses processus de gestion et de gouvernance pour gagner en agilité et en efficacité. La veille du 18e sommet de la francophonie, l'île tunisienne de Djerba a abrité la 43e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Une rencontre durant laquelle les questions sécuritaires se sont invitées à la table des ministres, à l'instar du conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, pays membre de l'OIF. Plus de détails avec Fratin Dakeisenga. Les ministres et représentants des 88 États et gouvernements membres de la francophonie se sont réunis à Djerba en Tunisie le 18 novembre 2022 pour la 43e session de la conférence ministérielle de la francophonie, CMF, à la veille du 18e sommet des chefs d'État de la francophonie. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a présenté à la CMF le rapport des travaux du Conseil permanent de la francophonie qu'elle préside, ainsi que les actions menées en 2022 et les
ambitions de la francophonie en faveur de la langue française. Nous avons plusieurs sujets, surtout les questions politiques, diplomatiques. Donc cet après-midi, nous allons avoir une séance substantielle sur la langue française et ce qu'on fait dans nos pays, puisque nos pays sont à des niveaux très différents sur la pratique et l'utilisation de la langue française. Et donc, ce sera le sujet pour cet après-midi. Présidée par le ministre tunisien des Affaires étrangères, la conférence a abordé plusieurs points liés notamment à la coopération multilatérale francophone et aux questions administratives et financières relatives à l'OIF. Les questions sécuritaires se sont également invitées à la table des ministres, notamment la question d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mon intervention sur le problème d'insécurité à l'est de la RDC, c'est que c'est un problème congolais qu'il faut résoudre en interne et qu'il y a eu des solutions régionales qui ont été proposées qu'il fallait prendre en compte. Je leur ai également fait savoir nos inquiétudes par rapport aux populations rwandophones du Congo qui sont persécutées et que tout cela doit cesser. Je leur ai rappelé combien c'est dangereux d'exclure une partie de la population, ce qui est source de conflits et de guerres. La conférence ministérielle de la francophonie se réunit une fois par an. Elle a pour but d'assurer la continuité politique du sommet de la francophonie. Le Rwanda joue la carte de l'apaisement dans le conflit diplomatique qui l'oppose depuis des mois à la République démocratique du Congo. Le président rwandais Paul Kagame a accepté de se joindre aux appels internationaux demandant aux rebelles du M23 de mettre fin au combat dans l'Est congolais et de se retirer. L'annonce a été faite par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, désigné facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rappelons que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, des allégations que Kigali dément. Concernant ce dossier, des pourparlers devraient débuter le 21 novembre à Nairobi, au Kenya. Également dans l'actualité, au Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates de l'ancien président Thomas Boniaï pourra finalement participer aux prochaines élections législatives prévues en janvier 2023. Le parti avait saisi la Cour constitutionnelle suite à l'invalidation de sa liste le 16 novembre. Il a finalement obtenu gain de cause. En recevant leur récépissé, les démocrates deviennent le 7e parti qualifié pour ce scrutin. Il s'agira d'ailleurs des premières élections auxquelles participeront les démocrates sous l'ère du président béninois Patrice Talon au pouvoir depuis 2016. La COP27 a joué les prolongations ce samedi 19 novembre à Sharm el-Cheikh en Égypte. La conférence mondiale sur le climat était censée s'achever ce vendredi, mais les participants se sont donné 24 heures de plus pour tenter de s'entendre. Mais après 2 semaines de débats sur le climat, les chances de parvenir à un accord se sont éloignées. Toutefois, 4 actions ont été retenues. Le point avec Roberto Bogbe. Combler le déficit d'adaptation et renforcer la résilience. Tel est le premier point de l'action climatique mondiale adopté à l'occasion de la COP27 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Ces résultats consisteront à élever l'adaptation et la résilience pour qu'elles deviennent le fondement de la mise en œuvre de la voie du développement durable d'une manière qui renforce les contributions des parties prenantes pour faire face aux pertes et dommages par des efforts équitables, holistiques et collaboratifs. De nombreux pays se sont engagés à décarboniser leur énergie renouvelable. Comment savons-nous jusqu'où ils sont parvenus et quelle est la manière courante de rendre compte de ce genre de choses afin qu'il y ait une compréhension commune? Et lorsque les pays sont en retard, ou même dans le secteur privé, lorsque nous sommes en retard, comment savoir quelle est la chose qui nous aidera à combler cet écart? Donc, c'est vraiment formidable pour nous d'y penser. Tout cela est urgent à présent. Augmenter le financement de l'action climatique. Ce deuxième point visera à stimuler l'intensification de la mobilisation financière et la réforme des systèmes financiers pour soutenir les transitions alignées sur le climat, y compris les efforts innovants mis en œuvre avec intégrité qui saisissent des opportunités telles que la gestion de la dette et les marchés du carbone. Accélérer l'action, le point 3 de la liste des résultats de la COP27, va aider à mener des actions qui répondent aux besoins de développement zéro carbone d'une manière à tirer parti des zones indépendantes. Elle est adaptée aux conditions locales et régionales et offre une transition juste, gérée et financée.
Nous espérons avoir une décision sur les pertes et dommages. Je crois vraiment de tout cœur que nous sommes plus proches que nous le pensions. Je sais que c'est difficile. Je ne perds pas l'espoir que représentent les pertes et dommages parce que c'est un énorme besoin et sans limite. Vous savez, les pertes et dommages à chaque rencontre s'accumulent. Afin de mener à bien son action climatique pour préserver la planète, les acteurs du climat ont intitulé le point 4 de leurs résultats « Renforcer la crédibilité et la confiance ». Une initiative qui permettra de travailler pour combler l'écart de crédibilité et renforcer la responsabilisation en suivant et en rendant compte des progrès, en établissant les meilleures pratiques et en reliant progressivement l'action volontaire aux règles de base de l'économie. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, président de transition, a procédé à un nouveau remaniement partiel du gouvernement ce vendredi 18 novembre. La nouvelle équipe du Premier ministre Bernard Goumou compte 27 ministres avec 3 nouveaux entrants. Pour le reste, il s'agit essentiellement de permutations. Notons qu'il s'agit du 3e remaniement gouvernemental depuis la prise du pouvoir par la junte militaire en septembre 2021. Le dernier date d'août 2022. La Côte d'Ivoire a une expérience longue de 6 décennies dans la réalisation de partenariats publics-privés. Il y a 6 ans, 12 projets prioritaires ouverts au partenariat public-privé ont été définis par l'État. Leur exécution est en cours, notamment dans les secteurs de l'énergie, du commerce ou encore de l'artisanat. Les précisions de Nathalie Mo. La Côte d'Ivoire est le pays d'Afrique francophone le plus expérimenté en matière de partenariat public-privé. Un atout à l'instar de la stabilité retrouvée dans le pays depuis 2012 qui fonde l'attractivité des investisseurs. La Côte d'Ivoire peut également compter sur la qualité de ses infrastructures, les voies de communication notamment, pour convaincre le secteur privé à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement. Donc la Côte d'Ivoire est un pays stable et ça se ressent dans les PPP et dans tous les investissements qu'on a pu recevoir depuis 2012. Et également la Côte d'Ivoire est un pays avec un pouvoir d'achat important. Tous ceux qui viennent investir dans les services et dans les infrastructures, ils s'attendent à avoir des personnes qui peuvent s'offrir ces services-là. Et également, la Côte d'Ivoire a une stabilité monétaire. La question de la stabilité et de la stabilité monétaire joue beaucoup dans ce qu'on appelle les risques. En 2016, la Côte d'Ivoire a défini 12 projets prioritaires ouverts au partenariat public-privé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de l'industrie, des infrastructures, des ressources animales et halieutiques, du commerce, de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et des PME. Ces projets qui nécessitent un financement de 5,3 milliards de dollars sont à 50% en phase de passation en 2022. La Côte d'Ivoire a une sacrée expérience dans le domaine, comme je l'ai dit. On a commencé, les premiers IPP, les producteurs indépendants d'électricité, ont été faits dans l'énergie. Certainement, on a un grand nombre, le nombre de contrats faits dans ce sens est vraiment emblématique de l'expérience qu'on a pu accumuler. Et tout ça, c'est très important dans nos atouts. La Côte d'Ivoire a exécuté son premier projet en partenariat public-privé en 1959 avec la concession d'eau potable de la ville d'Abidjan. Le pays mise sur des mesures d'incitation fiscale, la qualité de la ressource humaine et la facilitation des échanges grâce à l'implantation de guichets uniques d'investissement pour améliorer son climat des affaires. Le Mozambique abrite plus d'1 million de déplacés internes en raison des conflits et des urgences climatiques. Le Mozambique figure dans le top 5 des pays les plus touchés par des catastrophes naturelles entre 2000 et 2019 selon l'indice des risques climatiques de Germanwatch, ce qui oblige les populations déplacées à faire preuve de toujours plus de résilience. Un sujet de la rédaction. Le Mozambique est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique en Afrique. Depuis 2 décennies, cet État d'Afrique australe est pris dans le tourbillon des catastrophes naturelles. Kenneth, Idaï, Héloïse ou encore Gombe sont autant de cyclones dévastateurs et meurtriers qui ont frappé le Mozambique ces 3 dernières années. Des villages entiers ont été rasés et des milliers de personnes déplacées. Je m'appelle Patricio Alberto Mponda. Dans mon village de Miongalewa, j'étais agriculteur.
Le cyclone Gombe m'a trouvé à Koramé avec ma famille. Nous vivions dans un abri fait de nattes allouées par le gouvernement. Nous sommes restés à l'intérieur de cet abri jusqu'à ce que les vents violents s'abattent et détruisent la hutte. Les personnes déplacées luttent en première ligne contre le changement climatique. Le Mozambique abrite plus d'1 million de déplacés internes en raison des conflits et des urgences climatiques sur une population totale d'environ 32 millions d'habitants. Malgré l'aide humanitaire, ces personnes forcées à fuir doivent faire preuve de résilience pour survivre. J'ai appris à construire des maisons de cette façon dans mon village, car même les maisons qui ont été détruites par le cyclone Kenneth et brûlées par la guerre, c'est moi qui les ai construites. Même dans cette nouvelle maison ici à Koramé, j'ai réussi à aider les ouvriers et à donner des petites consignes. Et encore aujourd'hui, il y a quelques activités dans la construction de la maison que je fais personnellement. Quand je compare l'abri précédent avec ce nouveau, le nouveau refuge est bien mieux. Alors que les rapports de cause à effet entre la hausse des températures et l'évolution des phénomènes météorologiques ont été démontrés sur les pays les plus vulnérables, la perspective d'un accord sur le climat s'éloigne à la COP27, prolongée d'une journée, amoindrissant les chances pour les pays les plus affectés comme le Mozambique d'obtenir réparation pour le préjudice écologique provoqué en grande partie par les pays pollueurs. C'est ce dimanche 20 novembre que le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar sera donné. Le tournoi débutera dès ce lundi 21 novembre pour les sélections africaines. C'est d'abord le Sénégal qui fera son entrée le 21 novembre contre les Pays-Bas pour le compte du groupe A, suivi de la Tunisie, logée dans le groupe D, qui affrontera le Danemark le mardi 22 novembre. Puis le Maroc jouera contre la Croatie le mercredi 23 novembre dans le groupe F. Et enfin, le Ghana et le Cameroun joueront leur premier match le jeudi 24 novembre. Ghana-Portugal, groupe H, et Cameroun-Suisse, groupe G. Bonne chance aux 5 sélections africaines. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.